Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'incroyable histoire de Richard Kuklinski. Richard Kuklinski, comparé à un chevalier d'industrie, est l'un des plus dangereux criminels des États-Unis d'Amérique. À l'Est, plus précisément à Jersey City près de New York, il naît en 1935 d'un père alcoolique et violent qu'il détestait. D'origine polonaise et chinoise, il intègre un cursus scolaire adapté. En 1948, à seulement 13 ans, il est illustré par son absence d'émotion et de sentiments. Il commet son premier meurtre sur le cadre de la classe. Il communique dans l'une de ses seules confessions à la télévision américaine. Je détestais mon père. Si j'avais pu, sans doute, l'aurais tué. Et cela m'aurait fait sûrement plaisir. Mon père me battait pour un rien. Je n'avais qu'à lever les yeux sur lui. C'est de lui que me vient cette impression d'être déconnecté quand quelqu'un meurt sous mes yeux. C'est surtout les grandes gueules. Les grandes gueules me rappellent mon père. Quand une grande gueule s'en prend à moi, je pars au quart de tour. Il ne m'en faut pas plus. En 1953, quelque temps après sa 18e année, Kuklinski se rend dans un bar voisin. Une grande gueule entame un quiproquo. À la sortie du bar, Kuklinski passe à l'acte. En sortant du bar, je l'ai vu qui dormait dans sa voiture. Je me suis dit, je te tiens, petit con, ça va être ta fête. Je vais t'offrir un feu d'artifice. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai dégoté une bouteille, de l'essence, et j'ai lancé le tout dans sa bagnole. Il fallait l'entendre hurler dans les flammes. Sa voiture brûlait. Ça sentait le cochon brûlé. J'ai poursuivi ma route et quand j'ai tourné au coin de la rue, on entendait toujours ces cris. Là, c'était juste moi. Je l'aimais pas, ce type. Qu'est-ce qu'il vous avait fait? Il m'avait fichu en rogne. En 1960, Kuklinski décide de faire du meurtre un business. Il contacte alors Roy DiMeo, un mafieux italo-new-yorkais de la grande famille Gambino. Il m'a dit, bon, si tu dois te joindre à nous, ce que j'attends de toi, c'est que si je te dis de dessouder un type, tu le fasses sans poser de questions. J'ai répondu oui, ça devrait pouvoir se faire. Et lui, comment ça? Tu peux ou tu pourrais? Tu penses pouvoir le faire? Oui, je pense que je pourrais. Il a demandé à Freddy d'aller chercher la voiture. Il y est allé. Lui et moi, nous nous sommes assis à l'arrière et Freddy était au volant. On est allé quelque part, je sais pas où, c'était à New York. En 1980, à Flatland, le salon Gemini est blanchi en tant que siège de Roy DiMeo, où il dirigera Richard Kuklinski et son organisation criminelle. Ils y mettent au point la méthode Gemini, souvent comparée à l'une des méthodes d'exécution les plus impudiques de l'histoire. La méthode est simple et efficace. Il séquestre la personne à l'arrière du salon, lui enveloppe la tête d'un tissu et tire une balle. Ensuite, il plante un couteau dans le cœur pour stopper l'écoulement du sang. Il pratique l'exsanguination, puis le découpe pour le disperser dans des sacs poubelles et les déposer dans les décharges de la ville. Au total, le salon Gemini amassera près de 130 exécutions. Après avoir fait ses preuves, DiMeo se charge de passer les commandes auprès de Kuklinski. L'un des plus gros contrats, suite à une histoire d'argent. Il voulait que je m'occupe de ce type, mais il voulait d'abord lui parler.
But he wanted to talk to him first. So, when I got to the place, Arrivé sur place, j'ai demandé l'argent au mec. Il a répondu qu'il ne l'avait pas, que Roy n'avait qu'à attendre qu'il en trouve, un point c'est tout. Il devait attendre. Je lui ai dit qu'il allait devoir parler à Roy, qu'il voulait lui parler. J'ai composé le numéro et lui ai passé le combiné en disant « Tiens, il veut te parler ». Je suppose qu'une sorte de mise en scène devait lui faire croire que tout allait bien parce qu'il m'a rendu le combiné en disant « Je t'avais bien dit qu'il attendrait. Il est dans de meilleures dispositions, t'inquiète pas. Il veut te parler maintenant. » J'ai repris le combiné et Roy m'a dit « Tue-le. » Alors je lui ai tiré dessus. J'ai raccroché, je suis parti. Je ne suis jamais que l'homme des situations difficiles, c'est tout. Je me considère comme un type qui fait quelque chose parce que quelqu'un d'autre le lui demande. Et qu'il me paye bien pour ça. La famille Gambino commence à faire parler d'elle. Une enquête remonte jusqu'à Paul Castaleno, le patron de la plus puissante famille criminelle des États-Unis, la famille Gambino. La source de cette enquête, Peter Calabro, un inspecteur de la NYPD chargé de l'affaire Gambino. La famille passe commande et c'est Kuklinski qui décroche le contrat. En mars 1980, Kuklinski prend la route en direction de Saddle River pour effectuer sa mission, abattre Calabro. J'ai reçu un appel me disant qu'il était en route. Il allait arriver. Il neigeait. Les routes étaient très mauvaises. La chaussée était glissante, verglacée. J'avais une camionnette. Je crois que c'est là, au dernier moment, que j'ai modifié mon plan. J'ai décidé de me garer sur la voie de droite. Cela me donnerait l'avantage parce que comme ça, en arrivant à ma hauteur, il n'aurait plus qu'une seule voie. Je suis passé à l'arrière de la camionnette et je suis sorti. Avec mon arme, bien sûr. Je me suis agenouillé, j'ai regardé sous la camionnette pour voir à peu près où il était. J'ai vu la voiture arriver. Quand elle a été presque à la hauteur de la camionnette, je me suis relevé au moment où elle est passée. J'ai tiré. Je ne connaissais pas cet homme. Je ne savais pas quelle tête il avait, ni ce qu'il faisait. Le lendemain, j'ai lu qu'il était de la police. Après le meurtre de Calabro, Kuklinski met sa famille à l'abri, avec les fonds nécessaires, dans une rue tranquille de Berghem, dans le New Jersey. Il fait tout pour que sa famille ne se doute jamais de qui il est vraiment. Je ne lui posais jamais de questions. Je savais qu'il valait mieux m'en abstenir. S'il se levait à 2 h du matin, s'il quittait la table au beau milieu du repas, enfilait ses chaussures et s'en allait, je disais juste au revoir. Pas où vas-tu, ni pourquoi tu sors. Il était entendu que c'était comme ça. Le 25 décembre 1982, en guise de cadeau de Noël, Kuklinski abat un ami. Pour cause, 1600 $ qu'il n'a pas eu à rendre. Il y avait un type qui me devait dans les 1600 $. Noël arrive, je vais le voir et il me dit « Viens avec moi, on va se payer du bon temps, on va faire la fête, trouver des filles, tout ça. » Moi je réponds « Non, c'est cet argent que je veux, j'ai des choses à acheter. » Et le voilà qui me raconte une histoire. Des salades. Je l'ai planté là. J'étais plutôt en rogne. J'ai pris un bus et je suis rentré chez moi.
Je me suis mis à préparer les jouets pour les gosses. Mais ça me travaillait, ce truc. Ça me contrariait. Ça fichait mes projets en l'air. Je suis allé dans son bar. On m'a dit qu'il venait de sortir, qu'il était garé tout près de là, sur un parking. Le parking était fermé, mais il y était. J'ai vu sa voiture, le moteur tournait, mais elle était couverte de neige. J'ai frappé à la vitre. Il m'a dit « Salut toi, content de te voir. Allez viens, monte ». J'ai fait le tour, je me suis installé à la place du passager et je lui ai parlé. Je lui ai dit « Écoute, j'ai besoin de cet argent, ça va pas, ça, tu me prends vraiment pour une andouille ». Je tenais le revolver dans la main et j'en avais vraiment marre de ce bavardage. Il n'arrêtait pas de bavasser. Et j'ai tiré. Je ne voyais rien du tout parce que les vitres étaient couvertes de neige. Quand le coup est parti, l'éclair m'a aveuglé. J'ai vu 36 chandelles. Mes oreilles tintaient. Ça avait fait un bruit d'enfer dans une voiture. Je n'entendais rien, je ne voyais rien. Là, j'ai paniqué. Je ne savais pas ce qui allait se passer. En tout cas, je l'avais touché à la tempe. Et quand il est retombé en arrière, le second coup l'a atteint sous le menton. Quand j'ai enfin pu voir quelque chose, je lui ai fait les poches. Il avait un rouleau de billets. J'ai pris mes $1600 et j'ai remis le reste. Je suis descendu de sa voiture et je suis parti. Voilà ce qui s'est passé un soir de Noël à New York. Kuklinski tue par balle, à l'arme blanche, au molotov et même à l'arbalète. Avec l'arbalète, je lui tire une flèche en plein front. En fait, je voulais juste voir si ça marchait. Que faisait-il à ce moment-là? Il me regardait. Il était assis et vous étiez debout devant lui? Non, il s'est baissé pour me parler. J'avais fait semblant de lui demander ma route. Je ne le connaissais pas. C'était un contrat, un coup de colère, quelque chose de personnel? Rien de tout ça. C'était quoi? Je voulais juste savoir si ça marchait, ce truc. Vous voulez dire que vous avez fait une expérience sur quelqu'un? C'est cela. Et ça a marché? Mais comment? Ça lui a presque traversé la tête. Vers le milieu des années 80, Kuklinski est toujours à la recherche de nouvelles opérations pour organiser ses crimes. Il rencontre Mr. Softee, officiellement un vendeur de glace, mais officieusement un expert en explosifs et en chimie. Grâce ou à cause de ce dernier, Kuklinski apprend de nouvelles méthodes comme le cyanure. Il lisait toutes sortes de livres sur la destruction, l'art et la manière de détruire les gens. Il se déplaçait à bord d'un camion de crème glacée Softee. C'est comme ça qu'il dénichait les gens, repérait les lieux, élaborait les tactiques les plus efficaces. Il opérait parfois directement depuis son camion. Et il vendait des glaces? Exactement, les glaces de Mr. Softee. Il roulait dans un camion de crème glacée Mr. Softee. Vous avez vu? Il vendait des glaces. Il vendait des glaces aux gamins du quartier? Eh oui. Et il patrouillait dans ces quartiers. Il vendait des crèmes glacées aux gamins et il pouvait tuer leur père.
Le 9 août 1984, Mr. Softee est retrouvé mort, tué par balle dans la tête. Kuklinski dit vouloir reprendre les rênes en main. Il est missionné pour un contrat extrêmement dangereux, commettre un meurtre dans la foule. C'était pas facile pour moi de l'approcher, dans une boîte de nuit. J'étais vraiment mal parce que l'emploi du temps était serré. Alors j'ai regardé ces gens, et il se trouve qu'il y avait quelques homos qui dansaient, discutaient, tout ça. Et personne ne leur accordait la moindre attention, quoi qu'ils fassent. En fait, les gens évitent de fixer les homos. D'où l'idée de me déguiser en homosexuel. Mais comment est-ce que j'allais bien pouvoir m'en tirer? Un mec de 136 kilos qui joue les folles, c'est un peu tiré par les cheveux, non? Alors, tant qu'à faire, j'ai joué le tout pour le tout. J'ai trouvé les nippes les plus folles dingues que vous puissiez imaginer. J'étais l'homo par excellence. Bien sûr, ça risque de vexer la communauté gay, mais j'ai rien contre eux, moi. Enfin, j'ai dégoté un pull jaune canari, un falzar fluo, des pompes à semelles compensées, moi qui suis déjà grand. Et me voilà perché sur ces trucs à jouer les tantes. Je m'amène, je me mets à danser. J'étais là sur la piste et ils allument les lumières. Ces trucs-là, vous savez, les stromboscopes. S'il y a une chose que j'ai en horreur, c'est bien ces machins-là. On n'y voit rien, ça fait mal aux yeux. Enfin bref, j'essaie de me rapprocher du mec. Et je suis là à déconner. Je faisais vraiment tapette. C'est comme ça qu'on dit, je crois. Je me rapproche de lui et je le bouscule. Dans ces endroits-là, tout le monde bouscule tout le monde. Mais lui, il a eu une crise cardiaque. Parce que j'avais une seringue hypodermique. Et quand je l'ai bousculé, je l'ai piqué avec. Qu'y avait-il dans cette seringue? Là, une crise cardiaque. Pour brouiller les pistes, il met ses victimes au congélateur pendant de longs mois. Mais lors de l'autopsie, le médecin légiste trouve une ambiguïté. En plein été, le corps congelé est retrouvé dans la nature. Les pistes commencent à s'éclaircir autour de Kuklinski et DiMeo. Sous la pression, Roy commence à paniquer. En 1983, le corps de DiMeo est retrouvé dans le coffre d'une voiture. Que savez-vous sur ce meurtre? DiMeo? On n'avait plus besoin de ses services et il était sur une mauvaise pente. Tout le monde pensait qu'il était sur le point d'aller chez les flics. Cela vous a fait quoi quand il a été tué? Qu'avez-vous ressenti? J'étais dévasté. Non, je blague. Quoi? Je vous mène en bateau. J'étais pas dévasté. C'est ma façon de faire de l'humour. Mais à ce moment-là, je me suis dit que ça ne pouvait pas toucher un plus chic type. Si quelqu'un devait mourir ce jour-là, il avait bien choisi son jour. De
84 à 87, l'Office de la répression du crime du New Jersey concentre ses recherches sur Kuklinski. Celui-ci se sent acculé et se met à éliminer quiconque pourrait révéler ses activités criminelles. Les amis de Kuklinski sont ses ennemis, et ses ennemis, ses amis. Il rencontre alors George Maliband. Georgie boy. Le petit Georgie, Yeah. Liked him. je l'aimais bien, Actually, sans blague, yeah, really je liked him. l'aimais bien. One of the few C'est un des people I rares pour ever qui really j'ai eu liked. réellement de l'affection. À cause d'histoires d'argent, Maliband s'en prend à la famille de Really Kuklinski. struck a nerve with Là, il m'avait piqué au It vif. upset me, but I was Sur le coup, ça trying m'avait not to, secoué, mais but j'essayais de ne pas le montrer. get upset with Je it at pensais the qu'il time. disait ça seulement parce qu'il était nerveux. I figured he was qu'il just débloquait. nervous, maybe, and he was just Apparemment, c'était plus grave que ça. apparently he wasn't. We got in the van, On est monté dans le break and I said, et je lui ai dit, you really Georges, tu penses vraiment ce que tu dis It hurt quand tu parles de t'en prendre à ma famille pour faire pression sur moi? to get back at me. Il a répondu, And he said, that's the c'est only le seul way moyen de t'avoir. I could get you. Le seul moyen de te get coincer, de over te it, faire faire ce get que you je to veux que do tu what I fasses, wanted you to do is to hurt your c'est de m'attaquer au tien. I said, but that's a stupid thing to Je lui ai say. dit, c'est vraiment con ce que tu dis là, Knowing Georges. how badly, Sachant ce que ma famille représente pour moi, tu devrais bien te rendre compte que je risque de le prendre très mal. Il a rétorqué, mais non, tu ne le prendras pas mal. T'aurais trop peur qu'il arrive quelque chose à tes enfants. You'd be afraid that J'ai something would happen to dit, your family. eh ben c'est là que tu te trompes, Georges. Parce que je vais mettre fin à tout ça. D'ailleurs, je vais y mettre fin tout de suite. Et j'ai tiré 5 fois. Comme il était juste à côté de moi, j'ai vu les balles lui rentrer dedans. On était assis dans le break, moi au volant, le petit Georges à la place du passager, comme ça. Les balles ont fait bang, bang, bang. Et encore, bang, bang. Je voyais le tissu de sa veste qui bougeait. Parce que les balles, ça fait des petites marques. Ça faisait comme des brûlures sur le tissu. Petit souci lorsqu'il s'agit de faire disparaître un corps d'1,85 m. Une fois que je l'avais descendu, j'ai eu un problème avec une jambe. Un sacré problème, vous pouvez me croire. Je pouvais bien faire ce que je voulais, pas moyen de la caser, il a fallu couper. J'ai mis le couvercle, j'ai roulé jusqu'à Jersey et là je l'ai balancé. Le lendemain matin, un passant remarque un corps dans un baril. Il contacte les forces de police américaines. Bilan. George Maliband est mort. Seul bémol, la police est au courant que Kuklinski est le dernier à l'avoir vu vivant. La police du New Jersey engage un agent fédéral pour s'introduire dans le cercle très fermé de Kuklinski. Je me suis présenté comme un homme de main. J'ai dit que je travaillais pour la mafia de New York et que mon frère était un gangster. Et j'ai dit que je m'appelais Dominic Michael Provenzano. Les enregistrements réalisés par l'agent infiltré permettent de démasquer Richard Kuklinski. Sa carrière de tueur à gages est terminée. Lors du procès, les membres de sa petite famille comprennent qui est réellement Kuklinski. Richard purge plusieurs peines de perpétuité au QHC de la prison de l'État du New Jersey. Il y mourra le 5 mars 2006. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très vite pour de nouvelles histoires. Hoffa? Oui. Je ne sais pas, je ne sais rien sur Jimmy Hoffa. Bon, enfin, disons que la rumeur... La rumeur, c'est qu'il aurait été enterré dans une voiture japonaise.
On raconte qu'on l'a pris fourré dans un tonneau, qu'on a mis le tonneau dans le coffre d'une voiture, laquelle aurait été mise dans un broyeur avec d'autres voitures, écrabouillée, et le tout aurait été envoyé au bout du monde. C'est ce que j'ai entendu dire. Je ne sais pas. La dernière fois que je vous ai posé la question, vous disiez qu'il s'agissait d'une C'était peut-être une Toyota. Une petite voiture japonaise.